Toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir de recevoir ce soir professeure Louise Fortes. Elle est infectiologue, spécialiste en santé publique, présidente du comité scientifique de la SOCEPID. Professeur, bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur Der. Alors, votre deuxième congrès, vous l'avez tenu, la Société sénégalaise de pathologie infectieuse et tropicale. Avec ce thème, c'était hier et aujourd'hui, vous avez clôturé tout à l'heure de 18h. Nous vous remercions d'ailleurs d'être sur ce plateau après avoir 72 heures durant travaillé d'arrache-pied sur les thèmes. Et le thème principal, c'était résistance aux antimicrobiens, une menace pour la lutte contre les infections. Déjà, pourquoi ce thème? Ce thème, tout d'abord, permettez-moi quand même de dire bonjour à tous nos téléspectateurs et de dire bonjour également à tous mes collègues de la Société sénégalaise de pathologie infectieuse. En fait, pourquoi ce thème? On se rappelle qu'avec la découverte des premiers antibiotiques avec Fleming, c'était une guerre qui avait été gagnée contre les infections. Mais force est de constater qu'au cours de ces dernières années, nous avons noté une augmentation croissante de la résistance des bactéries. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, si rien n'est fait, d'ici 2030, 10 millions de décès seront dus à la résistance aux antibiotiques. 10 millions par an. 10 millions par an, et les 4 millions vont se retrouver 10 millions par an dans le monde, et les 4 millions vont se retrouver en Afrique. Donc, et ils ont considéré que c'était une menace vraiment pour la santé humaine. Et même c'est une priorité. Hein. Les infections d'abord, pour comprendre, hein, avant d'aller au fond du sujet. Comment surviennent généralement les infections ici, au Sénégal? Les infections, je pense qu'il n'y a pas de particularité spécifiquement au Sénégal. Il faut juste savoir que les infections, c'est l'ensemble des maladies qui sont dues à ce qu'on appelle des microbes. Et les microbes, ça peut être des bactéries, ça peut être des virus, mais ça peut être des bactéries, par exemple, l'exemple de la tuberculose, ça peut être des virus, l'exemple de la Covid-19, ça peut être des parasites, l'exemple du paludisme, ça peut être également des champignons. Et il y a des prions aussi. Donc ces infections-là, ils vont rentrer à l'intérieur de notre organisme, soit par la peau, soit au nez quand on respire, soit par l'intermédiaire des mains, donc en mettant nos mains au niveau de la bouche, soit les aliments que nous consommons. Mais parfois également, cette infection peut se faire par voie sexuelle, elle peut se faire par voie sanguine, mais également elle peut se faire la transmission de la mère à l'enfant. Donc c'est comme ça que les agents pathogènes vont rentrer dans notre organisme. Heureusement que notre organisme quand même est doué et capable de se défendre contre ces micro-organismes. Maintenant, quand cette guerre se déroule entre le micro-organisme et les moyens de défense de votre organisme, et si le microbe il prend le dessus, vous êtes malade. Alors, en termes de ratio, de pourcentage, vous avez cité les vecteurs. En termes de ratio, de pourcentage, quel est le facteur qui infecte le plus? Les mains, les voies respiratoires, les voies sexuelles, la voie sanguine? Vous avez des études en termes de pourcentage? Oui, en termes de pourcentage, on considère que malheureusement, nos mains, nous les utilisons pour beaucoup de choses, mais 80% des infections globalement sont dues aux mains qui sont infectées. C'est bon à savoir. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on fait une bonne politique d'avoir une bonne hygiène des mains. Oui, c'est ça. Et le tour est joué, on réduit 80% des infections associées, 80% des infections en général. Alors parlons de la résistance maintenant. Quels sont les facteurs qui expliquent la résistance aux antibiotiques? Oui, cette résistance aux antibiotiques, c'est parce que c'est la résistance la plus fréquente, elle est due à plusieurs facteurs. D'une part, c'est l'utilisation... Aux antimicrobiens, je veux dire, pour être plus général. Voilà. Vous avez bien fait de préciser. Les antibiotiques. C'est vrai que même pour les antifongiques, les antiparasitaires, on a des résistances. Mais les facteurs, c'est l'utilisation. Parce que pour que le microbe il devienne résistant, il faut qu'il soit soumis aux médicaments. Donc, c'est beaucoup plus la résistance, c'est l'utilisation abusive des antibiotiques. Et cette utilisation abusive, c'est comment? Soit c'est nous, prescripteurs, médecins, praticiens qui prescrivons trop ces antimicrobiens,
ou bien c'est la population qui prend, comme on dit, automédication, oui, et qui prend ces médicaments, qui conseille à son voisin, oui, de prendre tel ou tel médicament. Les gens qui sont convaincus que quand ils ont la grippe, il faut qu'ils prennent des antibiotiques pour pouvoir guérir. Quand on a mal à la gorge. Voilà, ils ont mal à la gorge, alors qu'on sait que ces maux de gorge, la majorité des infections, par exemple l'angine chez l'adulte, c'est dû à des virus plutôt qu'à des antibiotiques. Donc la consommation excessive d'antibiotiques, en tout cas l'automédication, là, cette prescription inappropriée, sont responsables de la résistance. Mais je voudrais aussi insister, c'est vrai que quand on parle d'antimicrobiens, on pense beaucoup plus à la santé humaine. Mais il faut dire que les antibiotiques ne sont pas uniquement prescrits par les antimicrobiens, par la santé humaine. Ça intéresse la santé animale. Les antibiotiques sont utilisés pour traiter les infections chez les animaux, mais également sont utilisés parfois comme facteurs de croissance. Les antibiotiques sont utilisés dans l'agriculture, les antibiotiques sont utilisés dans la pisciculture. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui également, si on veut lutter contre cette résistance aux antimicrobiens, il faut que tous les secteurs soient impliqués. C'est ce qu'on appelle la notion de One Health, la santé unique. Alors, quelles sont les pistes de solutions après les travaux que vous avez menés? C'est vrai que nous avons eu d'excellents travaux avec des experts. Donc, l'une des premières recommandations, c'est vraiment de rationaliser cette prescription des antibiotiques. Et comment faut-il rationaliser cette prescription des antibiotiques? D'une part, il faudrait que les médecins soient formés pour une prescription rationnelle des antibiotiques. Il faudrait que quand on prescrit ces antibiotiques, qu'on soit à peu près sûr qu'il s'agit d'une infection, par exemple bactérienne, pour donner des antibiotiques. Ça veut dire que derrière, il faudrait qu'on améliore nos laboratoires, les systèmes de diagnostic de nos laboratoires, que moi, médecin, quand je reçois un patient, que je sache dire est-ce que je prescris des antimicrobiens ou pas. Il faudrait sensibiliser la population à l'utilisation, à ne pas prendre des antibiotiques sans prescription médicale. Il faudrait au niveau des pharmacies qu'aucun antibiotique aucun antimicrobien ne soit délivré sans ordonnance. Autant de pistes et bien évidemment en associant tous les autres secteurs aussi pour cette utilisation. Mais malheureusement, vous savez que ça ne se passe pas comme ça. Ouais, comme vous dites, j'ai un petit rhume, je toussote, je vais voir le pharmacien et je veux de l'amoxicilline associé à de l'acide clavinique. Voilà, pour régler mon problème. Outre... Je vois que vous y connaissez très bien l'amoxicilline associée à l'acide clavulanique. Oui, voilà. C'est pour vous dire que ça se passe souvent comme ça. Malheureusement, hein, on va avoir la pharmacie du coin, on prend nos antibiotiques. Oui, et puis voilà. Et malheureusement, comme vous dites, comment faire pour faire face? Et souvent on dit, donnez-moi le moins cher. Oui, je pense qu'il faut vraiment une bonne sensibilisation. Donnez-moi en générique l'amoxicilline. Oui, pour la sensibilisation, mais aussi je pense qu'il faut également une réglementation. Par exemple, dans les pays développés, il est impossible d'avoir des antibiotiques ou ça en allant juste à la pharmacie. Il faudrait vraiment une sensibilisation. Il faudrait que tous les acteurs comprennent qu'actuellement, nous sommes en train de griller les armes que nous avons pour lutter contre les infections. Parce que pour moi, en tant qu'infectiologue, c'est dramatique. Quand je reçois un résultat, le laboratoire me dit, j'ai isolé telle bactérie. En même temps, il teste quels antibiotiques je pourrais utiliser. Exactement. Et parfois, il nous arrive qu'on nous rende des résultats. La bactérie, elle est résistante à tout. Et dans ce cas, vous faites comment? On ne traite pas. On ne traite pas, on traite juste de façon symptomatique. Mais quand attendant que... Non, pas en attendant peut-être que l'organisme... prenne le dessus. Voilà, le système immunitaire prenne le dessus. Donc il y a, c'est ce qu'on appelle les bactéries d'autorésistantes. C'est-à-dire une bactérie qui résiste à tout. Et vous avez des cas comme ça? Oui, et ça c'est ce qu'on appelle un impasse thérapeutique. Et je pense que c'est comme si on retournait à l'ère avant Fleming, avant la découverte des antibiotiques. Parce que si on parle de décès, parce que cette résistance aux antibiotiques, c'est l'infection. En fait, la personne fait une infection avec une bactérie qui est très résistante.
Donc c'est une infection qui est plus difficile Oui, à traiter, oui. une infection qui est beaucoup plus sévère, une infection dont le traitement est beaucoup plus coûteux et une infection qui est difficile à traiter. Ça fait peur en tout cas ce que vous racontez là. Et vous avez eu combien de participants? Au total, nous avons eu 220 participants. Voilà, 220 participants venant... Pour un deuxième congrès? Pour un deuxième congrès, pas mal. Ouais, pas mal, oui. Oui, pour un deuxième congrès, pas mal. Combien et de nationalités? 11 pays. 11 pays, vous Donc 11 pays de la sous-région, de nos collègues infectiologues de la sous-région. Et même au niveau de Dakar, c'est vrai qu'avec les différentes UFR santé qui existent maintenant au niveau du Sénégal, donc avec le congrès s'est tenu à Dakar, mais je fais un clin d'œil à la présidente de la Société sénégalaise de pathologie infectieuse, le professeur Ndeye Méridja Badiane, qui est infectiologue au niveau de l'UFR santé de Saint-Louis, mais également Bombay avec professeur Ndeye Fatou Ngom, qui est également la directrice de l'UFR santé de Bombay. Donc c'était Bombay, c'était Ziguinchor, c'était Saint-Louis, Kaolack. En tout cas, on a eu toutes les régions, mais également nos collègues de la sous-région aussi, d'autres pays, et même un collègue qui est venu de Cayenne. Alors, dites-moi, changement climatique et maladies émergentes, quel link avec les infections? Oui, parce qu'il y a eu 16 sous-thèmes et je viens de choisir un sous-thème. Il y en a d'autres, hein, VIH, hépatite virale, paludisme, tuberculose. Mais déjà, les changements climatiques et les infections. Oui, parce qu'aujourd'hui, on sait que les changements climatiques sont responsables d'inondations, sont responsables de... Il y a un réchauffement climatique oui. Et ce réchauffement climatique va entraîner une modification dans la survie des vecteurs. On sait, par exemple, il y a des études qui ont été présentées qu'il existait un lien entre l'augmentation des infections qui sont dues aux moustiques et les pics fébriles, l'augmentation de la température et également la pluviométrie, parce que qui dit inondation dit pullulation de vecteurs, et les vecteurs ce sont les moustiques, donc augmentation du paludisme, de la dengue, maintenant qu'on connaît très bien, qui est une infection qui est transmise également par les virus. Donc ces changements climatiques, on sait que les changements climatiques ont beaucoup d'impact parce que la pollution, ça augmente les infections pulmonaires, mais entre autres en ce qui concerne l'infectiologie, ces changements climatiques également, voilà, les inondations, l'augmentation de la pluviométrie, qui vont agir sur les différents vecteurs. On parle beaucoup moins du VIH. Une infection, quel est son état actuel au Sénégal? L'infection à VIH, le Sénégal est un pays avec une faible prévalence. Donc on est à 0,3%. C'est vrai qu'avec l'infection à VIH, il y a eu beaucoup d'avancées, beaucoup de découvertes. Et aujourd'hui, on sait qu'un patient qui est par exemple infecté par le VIH, il a juste besoin de prendre un traitement, un comprimé par jour. Et il a une charge virale indétectable, que quelqu'un qui est infecté par le VIH, lorsqu'il prend son traitement correctement, il ne transmet pas l'infection à VIH, il a la possibilité d'avoir des enfants qui sont non infectés par le VIH. Et également, il y a des innovations en ce qui concerne le traitement de l'infection à VIH. C'est vrai qu'on n'a pas encore ces molécules. Des traitements injectables pour l'infection à VIH, où la personne fait des injections tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Et pour la tuberculose, on voit qu'il y a une... Peut-être qu'on ne va pas parler de recrudescence, mais une certaine résistance, en tout cas, au niveau de la capitale, Dakar, qui est en tête du hit parade, si je ne m'abuse, avec 16 660 et quelques cas. Oui. Pourquoi? Oui, je pense que la tuberculose est liée à la pauvreté, elle est liée également à la promiscuité. Et on sait la densité de la population au niveau de Dakar. On l'a vu, hein, c'est pas étonnant. C'est une infection qui est transmise par voie respiratoire. Et c'est les mêmes statistiques qu'on a eues durant la Covid-19. Durant la Covid-19, sur les 80 quelques mille cas que nous avons eus, les 60% se sont retrouvés au niveau de la région de Dakar. Et c'est ce qui explique en tout cas la forte prévalence de la tuberculose au niveau de la région de Dakar.
Et pour les maladies hémorragiques, les fièvres hémorragiques en général? Les fièvres hémorragiques, au cours de ce congrès, nous avons convié nos collègues de l'Institut Pasteur, le ministère de la Santé, le Centre des opérations d'urgence sanitaire, donc qui sont venus. Il y avait une table ronde où on a discuté autour de ces fièvres hémorragiques. Donc au cours quand même de ces dernières années, on a remarqué non seulement la dengue, donc actuellement, chaque année maintenant, on a la dengue, juste à la fin de la période hivernale, parce que dès qu'il y a une stagnation des eaux. Ensuite, les cas de fièvre hémorragique. C'est différent du chikungunya, mais la transmission, c'est également par l'intermédiaire des moustiques. Et également la fièvre hémorragique Crimée-Congo. Donc, on a eu des cas au cours de ces 3 dernières années, voilà, qui est une fièvre hémorragique quand même qui est contagieuse. Et il est vraiment, les différentes recommandations qui sont sorties, c'est qu'il faudrait qu'on arrive à décentraliser le diagnostic, que le diagnostic soit décentralisé au niveau régional, qu'on n'ait pas besoin parfois de transporter les prélèvements au niveau de Dakar. C'est vrai que déjà il y a le site au niveau de Touba. Il serait nécessaire également de mettre en place des centres de traitement des épidémies pour, si on est surpris par une épidémie, qu'on ait des centres de traitement qui obéissent aux normes. Il faudrait également capaciter le personnel soignant en ce qui concerne la prévention des infections. Il ne faudrait surtout pas, il faudrait prévenir en cas d'épidémie d'une fièvre hémorragique que le personnel soignant paye le plus lourd tribut. Donc il faudrait vraiment prévenir et contrôler ce qu'on appelle prévenir ces infections en milieu hospitalier. Une autre maladie très connue des Sénégalais, le paludisme, là également. Qu'est-ce que vous avez dit du paludisme? Le paludisme, les communications ont surtout porté sur le paludisme grave. C'est vrai qu'au cours de ces dernières années, on a vu qu'il y a une diminution du nombre de cas de palu. Aujourd'hui, dans certaines régions même, on parle de pré-élimination du paludisme. Maintenant, il faut faire beaucoup plus un focus. Il faut continuer déjà à surveiller. On a parlé de la résistance aux antimicrobiens. La première molécule qu'on utilise actuellement, tout le monde connaît les ACT, l'artésunate, l'artémisinine. Il faudrait qu'on continue à surveiller pour guetter, est-ce qu'on a des cas de résistance? Donc ça, il faudrait vraiment continuer cette surveillance-là. D'autre part, il faut insister sur les personnes qui risquent de faire des formes graves. Donc, toute femme enceinte doit prendre la chimioprophylaxie. Les enfants qui ont moins de 5 ans aussi, dans certaines régions, on leur donne la prophylaxie durant la période hivernale. Dans d'autres pays, ils utilisent même parfois les vaccins contre le paludisme. Et n'oublions pas les moustiquaires imprégnés d'insecticides, voilà, qu'on devrait utiliser pour prévenir en tout cas le paludisme. Alors, dès lundi, vous avez eu un pré-congrès avec les infections nosocomiales, que vous appelez autrement maintenant. Moi, je suis resté à l'ancienne terminologie. Et oui, c'est vrai que maintenant, on parle beaucoup plus d'infections associées aux soins. Infections associées aux soins. Aux soins. Pour parler maintenant de maladies nosocomiales. D'infections nosocomiales. Oui. Parce qu'en fait, cette infection, pourquoi on a changé de terminologie? C'est vraiment pour prendre en compte tous les lieux où sont réalisés les soins. On sait que les soins peuvent être réalisés dans une structure sanitaire, mais peuvent se réaliser à domicile, dans un cabinet. Voilà, donc pour prendre en compte, à chaque fois que nous faisons des soins, peut-être quelqu'un qui fait une imagerie médicale, il développe après une infection, on ça prend en compte voilà, toutes ces infections-là qui surviennent après une prise en charge. Et ces infections associées aux soins, c'est un véritable problème, on peut dire, parce qu'un patient sur 10 meurt de ces infections associées aux soins. Et ces infections associées aux soins, on peut les prévenir. Et c'est ça l'objet. On va à l'hôpital pour se soigner, pour guérir. Et on contracte une infection. Et on peut contracter une infection fatale. Exactement. Ah oui, ça c'est un vrai problème. Et vous êtes spécialiste en la matière également. Alors parlons de lundi prochain, 5 mai, pour terminer. Donc vous avez vraiment très bien travaillé. Félicitations. Merci. Lundi prochain, 5 mai, donc, c'est la journée mondiale de l'hygiène des mains. Peut-être avant de parler de cette journée mondiale, j'allais oublier, j'ai vu que vous aviez également des communications sur l'intelligence artificielle et les infections. J'allais oublier, et c'est très important. Dans quelle mesure l'IA peut aider avec les infections? Oui, je fais un clin d'œil également à l'expert qui est venu, le professeur Mandikouba, pour nous parler de l'intelligence artificielle appliquée à l'infectiologie. Cette intelligence artificielle pourrait permettre de détecter, en analysant les données, de détecter précocement une épidémie, pourrait aider également à identifier quels sont les
patients qui sont à risque de développer certaines infections. Donc, non seulement pour aider dans la surveillance épidémiologique, dans l'identification des facteurs de risque. Et je pense qu'au sortir de ce congrès, notre prochaine collaboration, ce sera avec vraiment cette discipline de l'intelligence artificielle. Il faut éviter que l'IA soit infectée. Hein? Voilà, exactement. Donc, vous en faites surtout pas. Éviter que l'IA soit infectée. Alors, pour terminer, je disais, lundi 5 mai, c'est la journée mondiale de l'hygiène des mains. Alors, qu'est-ce que vous dites par rapport à cela, sachant que vous l'avez dit, 80% des infections ont en général comme vecteur nos mains. Oui, l'hygiène, le 5 mai, c'est la journée mondiale de l'hygiène des mains. 80%, et on vient de déterminer tout de suite sur les infections associées aux soins, 40% des infections associées aux soins sont dues aux mains. Donc ça veut dire que nous-mêmes, personnels soignants, on fait une bonne politique d'une bonne hygiène des mains et ça réduit 40% des infections associées aux soins. Donc l'hygiène des mains, c'est un moyen facile, efficace pour lutter contre les infections qui sont associées aux soins. Quand on parle, auparavant, on parlait beaucoup plus de lavage des mains. Pourquoi on a changé cette terminologie en prenant hygiène des mains? Nous tous, nous avons connu les fameux flacons de solutions hydroalcooliques que nous avons utilisées durant la Covid. Qu'on appelle gel-main, communément appelé gel-main. Voilà, donc pour faire une hygiène des mains, vous avez le choix. Soit vous faites la friction des mains avec la solution hydroalcoolique, soit vous faites un lavage des mains avec de savon. Et c'est cette hygiène des mains, quand on est en tout cas à l'hôpital, il doit se faire avant de toucher un patient, après avoir touché un patient. Et quand on est au niveau de la communauté, avant de manger, quand on revient chez soi, quand on a un doute sur en tout cas la propreté de nos mains, on doit faire l'hygiène des mains, promouvoir l'hygiène des mains au niveau des enfants, au niveau de la famille. En tout cas, cette hygiène des mains, donc c'est vraiment une journée qui a été instituée par l'Organisation mondiale de la santé pour insister sur cette hygiène des mains, principal vecteur des infections. Et je voudrais juste insister sur le thème de cette année, parce que l'OMS a déjà, chaque année, il y a un thème. Cette année, l'OMS a pris comme thème les gants, parfois, l'hygiène des mains, toujours. Et c'est pour nous rappeler, nous soignants, que les gants, c'est bien pour nous protéger contre les infections, mais il faudrait un usage rationnel de ces gants. Parce que quand ces gants ne sont pas bien utilisés, utiliser une paire de gants pour plusieurs patients, ça peut être également une source de contamination. Effectivement. Professeur Louise Fortes, merci beaucoup. Merci à vous. Merci également, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. C'était tout pour Soir d'Info. Merci, bonsoir.